tenir un lingot d'or en main, ça surprend toujours. On est toujours très étonné de voir que ce petit objet a une telle valeur. Parce qu'aujourd'hui, on est à 130 000 €. L'or est fabriqué à l'occasion des explosions de supernova. Il faut beaucoup d'énergie. Alors peut-être que quand on maîtrisera la fusion nucléaire... Récemment, j'ai échangé avec une amie médecin et elle m'a raconté, elle me dit pas, tu vois, moi en ce moment, dès que j'ai un peu de cash, j'achète une pièce d'or. Ma mère était joaillière, elle avait sa boutique à Strasbourg. Et donc après l'école, il nous arrivait d'aller la voir et donc de baigner dans cet univers. On est en train de développer une carte bancaire adossée à de l'or physique. Ce n'est pas l'or qui augmente, mais c'est le pouvoir d'achat des monnaies qui baisse. Quand vous achetez du 18 carats, vous avez 75% d'or. Et un alliage d'argent ou d'autres métaux pour apporter de la couleur. Est-ce que vous avez déjà eu le cas de quelqu'un qui trouve des lingots au fond du placard chez les grands-parents ? Alors oui, on en a plus souvent qu'on l'imagine. L'or, depuis des siècles, c'est l'actif ultime, celui qu'on garde quand tout vacille, celui qui traverse les crises, les guerres, les monnaies. Mais aujourd'hui, dans un monde dominé par les marchés financiers, les banques centrales et même les crypto-monnaies, est-ce que l'or est toujours une valeur refuge ou est-ce devenu une forme de croyance collective ? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Laurent Schwartz, président du Comptoir national de l'or. Bonjour. Bonjour Caroline. Au quotidien, il observe celles et ceux qui achètent, vendent, arbitrent, souvent dans des moments clés de leur vie financière. Et avec lui, on va parler d'or, mais surtout de notre rapport à l'argent, aux risques et aux besoins de sécurité. Bienvenue dans Argent Compté. Laurent, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Ah, mais vous avez été chaudement recommandé. Merci beaucoup d'ailleurs à Alexandra et à Lorraine qui m'ont parlé de votre profil. Je lance là une petite série d'épisodes sur les sujets des métaux précieux, des valeurs refuges. Donc il va y avoir plein de sujets différents. Mais je voulais démarrer avec vous sur les sujets de l'or parce que c'est un monde que je connais mal. Mais avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que je peux vous demander de vous présenter ? Alors voilà, Laurent Schwartz, président du Comptoir national de l'or. Ça dit ce que ça dit. Ça dit ce que ça Ça dit. dit ce que ça fait. Voilà, c'est un groupe qui s'est constitué, c'est une histoire familiale, d'inspiration familiale, puisque mes parents étaient dans les métaux précieux et la joaillerie quand nous étions petits. D'accord. Mais on est parti d'une feuille blanche à partir de 2007 et 2008. On a commencé à développer le site internet gold.fr qui ensuite a migré vers un réseau retail qui aujourd'hui compte 100 agences. D'accord. Avec un système de franchise ou c'est en direct Alors, c'est un système de concession. Okay. On a 2 tiers de concessionnaires, 1 tiers d'agences en propre. Et puis le groupe s'est progressivement étoffé autour d'autres activités, toujours autour des métaux précieux, puisqu'on a intégré une activité de fonte de métaux précieux en 2021 avec un acteur toulousain, Comptoir général des métaux précieux. Et puis on a développé de la joaillerie de seconde vie, puisqu'on voit passer de très belles choses et qu'aujourd'hui on les restaure, on les remet à neuf et on les recommercialise au travers d'une marque qui s'appelle Rivlux. Rivlux, oui, j'en ai parlé un petit peu avec... on va avoir des intervenants sur le sujet de la joaillerie de seconde vie, c'est très joli, c'est très très joliment dit. Comment est-ce que vous êtes... Donc, vous expliquez qu'il y a une histoire familiale derrière. J'ai vu que vous aviez commencé votre carrière chez EY. Oui. Vous étiez consultant, auditeur, auditeur financier dans le secteur immobilier. Donc ça arrive à des gens très bien. Voilà, et ça a été très enrichissant. J'imagine. Tant en termes de connaissances, de compétences, de développement d'une méthodologie de travail que de rencontres. D'accord. Très riches. Et qu'est-ce qui vous a fait vous dire, c'était une envie de reprendre le business familial, c'est des convictions sur le secteur, qu'est-ce qui vous a poussé à... C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité faire, de développer une activité, de gagner en autonomie, de gagner en liberté, d'être autonome, indépendant. L'audit financier n'était pas une fin en soi, c'était un moyen de parvenir à quelque chose d'autre. Et le timing a fait que ça a été une case, un passage intéressant. Oui. Pour autant... très rapidement a réémergé la volonté de créer un projet, quelque chose qui puisse vivre sa vie, se développer, se construire, comme le font souvent les entrepreneurs. Moi, c'est comme beaucoup d'entre nous, en tout cas les gens de notre âge, l'audit financier et ce genre de premier poste faisait partie du passage obligé pour faire ses preuves. Et donc, que fait concrètement le Comptoir national de l'or ?
Alors, on donne accès au marché de l'or physique aux particuliers, c'est-à-dire que nous avons plusieurs typologies de clientèle. Celles qui souhaitent investir dans l'or et donc qui a de l'épargne à placer, à qui on va vendre des pièces et des lingots d'or ou d'argent. Nous avons des personnes qui ont hérité, qui viennent vendre ce qu'elles ont récupéré. Des pièces, souvent des lingots, mais aussi des bijoux. Et donc, on expertise dans un troisième service que nous proposons, on expertise des bijoux aussi qui peuvent provenir de successions ou de bijoux qui ne sont tout simplement plus portés par mesdames. Donc, ce sont des bijoux qui sont soit expertisés pour ce qu'ils valent, soit pesés au poids lorsque ce sont des déchets, des débris ou qu'ils n'ont pas de valeur commerciale. D'accord. La raison pour laquelle je vous ai contacté réellement, c'est que récemment j'ai échangé avec une amie médecin qui est une personne d'une grande finesse, qui sent vraiment les tendances. Et elle m'a raconté, elle me dit, tu vois, moi en ce moment, dès que j'ai un peu de cash, j'achète une pièce d'or. Une fois par mois, 2 fois par mois, de temps en temps, dès que c'est possible. Ça m'a énormément surprise, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en termes de démarche. Je sais même pas si on peut parler de démarche d'investissement ou de démarche patrimoniale. J'ai l'impression que c'est presque un côté rassurant. Est-ce que pour vous, acheter de l'or, c'est une décision rationnelle ou très émotionnelle? Alors, les deux, et puis ça dépend de quel point de vue on se place. Sur la partie, je dirais, investissement, c'est émotionnel parce qu'on recherche une forme de sécurité. On a parfois certaines craintes et donc c'est une forme d'assurance vie, un placement avec une quasi-garantie en capital qui rassure. Donc de ce point de vue, c'est émotionnel. Mais finalement, c'est très rationnel parce que les plus gros investisseurs en or, ce sont les banques centrales. Et les banques centrales ont très bien compris l'utilité d'avoir de l'or pour diversifier leurs réserves. Et donc, il y a aussi des clients qui réagissent de manière beaucoup moins émotionnelle et de manière beaucoup plus raisonnée en considérant que c'est un outil de diversification et que c'est un outil qui permet de stabiliser un portefeuille et de protéger contre d'éventuelles secousses de crise économique ou de crise financière. Ça, c'est sur la partie investissement. Et puis après, on a aussi celles qui vont venir vendre leurs bijoux. C'est un côté émotionnel aussi, mais on en reparlera peut-être. Oui, parce que moi, la façon dont je le ressens beaucoup, alors je trouve ça très intelligent, effectivement, se dire je réplique la stratégie d'une banque centrale, je m'adapte, ou en tout cas, je me calque sur ce que font les institutions financières les plus sérieuses, en tout cas de réputation les plus sérieuses. Moi, ce que j'ai ressenti sur ces sujets d'aller acheter de l'or, au-delà d'une éventuelle crise économique et financière, c'est peut-être une crise géopolitique forte. Il y a un côté, si demain la guerre est déclarée, est-ce qu'il ne va pas mieux avoir de l'or? Alors, c'est vrai qu'il y a ces clients qui sont prudents, qui s'inquiètent de l'avenir. C'est vrai que l'or évolue de manière très positive en fonction de l'augmentation des tensions géopolitiques. Et l'or est le reflet des incertitudes du monde. Donc, il augmente en période de difficulté. Ça a ce côté épargne de précaution. Ça remplace une assurance vie. C'est un objet qui est une valeur refuge, autant parce qu'elle réagit peu aux secousses externes, mais aussi parce qu'on en a le contrôle. L'or, il est à vous. Vous l'avez chez vous ou dans un coffre ailleurs. Il n'y a personne entre vous et cet or. Donc, vous en avez le total contrôle. Nos clients sont rassurés à l'idée de se dire que si effectivement si la banque fait faillite ou si leur intermédiaire financier fait faillite, eh bien ça, ce sera toujours là et c'est sous leur contrôle direct. L'or ne souffre pas de risque de contrepartie et il n'est la dette de personne. Pas mal ça. Oui. Donc il y a un côté très... C'est une super garantie. C'est pour ça qu'on l'appelle la valeur refuge. Donc je me demandais, on parlait de comment vous étiez entré dans ce marché très particulier qui est celui de l'or. Donc vos parents étaient joailliers, bijoutiers. Je vous laisse nous raconter. Oui, alors ma mère était joaillière. Elle avait sa boutique à Strasbourg. Nous sommes originaires de Strasbourg. Et donc, après l'école, il nous arrivait d'aller la voir et donc de baigner dans cet univers. Mon père a également travaillé dans les métaux précieux
assez tôt. Et donc, on a baigné dans ce milieu-là. On a compris les réflexes, compris le métier, la mécanique, je dirais, ce qui a été très inspirant pour la suite. Après, j'ai développé en 2007 un site internet, gold.fr, qui porte le réseau Comptoir National de l'Or. Et le nom de domaine est disponible ? Et le nom de domaine était disponible. Ah oui. Voilà. Ah ouais. Gold.fr. Le .com n'était plus disponible, mais le .fr l'était encore. On a quelques années de retard sur les États-Unis, comme souvent. Et donc ce site internet, donc c'était le moyen de développer quelque chose sans coût, sans frais, puisqu'on n'avait aucun moyen. Et donc on a développé ce site internet qui au départ était un site internet très 360 sur l'or, les bijoux, petites messageries internes, des petites annonces, des bijoux neufs, des bijoux, possibilité de créer son propre bijou en ligne. On a monté des partenariats avec des diamantaires à Anvers pour proposer de créer son propre bijou en ligne. On avait vraiment fait une plateforme très 360 jusqu'à ce que la crise des subprimes arrive, 2008, que le cours de l'or commence à montrer des signes d'intérêt et que l'on réalise nos premières transactions de vente d'or investissement. D'accord, donc ça a été une première... Et donc on a pivoté, on a enlevé tout ce qui ne fonctionnait pas, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel très important sur ce marché, mais qu'il pourrait être adressé qu'avec des boutiques physiques, parce que les clients étaient quand même assez enclins à investir par Internet. Donc on achète un produit facilement quand il est identifiable, mais c'est plus difficile d'envoyer son or dans une enveloppe à distance. Donc c'est là qu'a émergé l'idée de développer un réseau physique et toujours faute de moyens, on a commencé par une concession avec un concessionnaire qui s'est lancé à Toulouse en 2009, qui a ouvert une première boutique et boutique qui a fait des petits puisqu'on en a ouvert une 50aine en 2 ans et demi. Ah oui, donc ça allait très vite. Ça allait très vite. Toulouse, c'était quelle date, dites-moi ? 2009. 2009, ah oui, donc finalement 2007 vous développez le site. Vous sentez qu'il y a un besoin, peut-être tout simplement, on était aussi à la phase où la plupart des métiers commençaient à se digitaliser. Donc j'imagine que vous aviez conscience quand même d'être dans un marché très particulier, de sentir qu'il y avait quelque chose de précieux. Alors pour la petite anecdote, on a déployé, je crois que c'était en 2008, 2009. On a déployé un réseau virtuel sur Google Maps d'une 100aine d'agences. On a fait une petite technique de gros hacking qui nous a permis d'avoir une forte visibilité, d'avoir 120 boutiques sur Internet, fort de 40 lignes téléphoniques qui étaient ouvertes pour l'occasion. Et c'est tous ces appels téléphoniques qui centralisaient vers un standard central qui nous a permis de voir qu'il y avait un marché et que nos clients étaient intéressés mais avaient besoin d'un relais physique. Ok, d'accord. De là a émergé l'idée de développer un réseau physique. Ok, et donc faire les concessions... Est-ce qu'il y a des choses qui vous fascinent encore aujourd'hui dans ce marché, qui vous surprennent ? Alors, moi, oui, on a toujours des transactions qui nous surprennent. D'abord, peser un lingot d'or, tenir un lingot d'or en main, ça surprend toujours. C'est vrai ? Ça a la taille d'un téléphone portable, mais c'est 10 fois plus lourd. Ok. Allez, 8 fois plus lourd peut-être. Et donc, c'est très dense. Il y a toujours ce moment d'étonnement quand on soupèse un lingot, parce que finalement, il a la taille d'un téléphone, il est tout petit, il est ramassé. Et puis, il fait 1 kilo et on ne s'y attend pas. On est toujours très étonné de voir que ce petit objet a une telle valeur. Parce qu'aujourd'hui, on est à 130 000 euros, ce petit objet. Qui fait le volume d'un téléphone portable. 130 000 euros. 130 000 euros. Le kilo d'or. Et donc pour les Parisiens qui payent cher leur immobilier, il faut 2 téléphones portables pour acheter un petit studio. Et ça, c'est toujours très étonnant et très fascinant de voir toute la valeur qu'il y a dans ce métal. Ouais, c'est drôle. Oui, c'est vrai que d'un coup, là, ça remet en perspective. On a dans un coffre l'équivalent de la chambre des enfants, quoi. D'accord. C'est ça. C'est le choix de... Alors, ce qui est fascinant aussi dans ce marché, c'est que c'est un marché qui est à la croisée de beaucoup de marchés. Ouais. C'est un marché de la joaillerie. Ouais. L'or est consommé pour moitié par l'industrie joaillière. Ok, pour moitié. C'est aussi un marché qui est monétaire, puisque les banques centrales en détiennent 15 à 20% de tous leurs produits dans le monde.
Et derrière, il va y avoir les investisseurs. Donc, il y a le marché de l'investissement, ouais. joaillerie, investissement monétaire. Et puis aussi, on va retrouver une industrie électronique, technologique, qui utilise l'or en micro-quantité, mais sur beaucoup d'appareils pour ses propriétés conductrices et inoxydables. Est-ce qu'on trouve encore de l'or aujourd'hui ? On trouve encore de l'or aujourd'hui. La seule difficulté, c'est que les mines que l'on identifie sont beaucoup moins riches qu'elles ne l'étaient avant. Avant, on a tous l'image de celui qui récupère une pépite en se penchant un petit peu au sol. Ça, c'est un peu du passé. Aujourd'hui, il faut excaver des tonnages et des tonnages d'or pour avoir quelques grammes. Seulement quelques grammes. Oui, vous avez une idée du volume d'or qui est découvert chaque année ? Alors, l'offre d'or, de mémoire, l'offre d'or, c'est les 2 tiers ou les 3 quarts qui provient du recyclage. Et le reste, un tiers à un quart qui provient de l'extraction minière. Oui, c'est intéressant. J'ai toutes les images des Dalton et de Lucky Luke là, qui se projettent d'un coup. Aujourd'hui, qui sont vos clients ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un profil type ? Alors, on a madame d'abord qui a plus de 45 ans, en moyenne 55 ans, qui a une boîte à bijoux bien fournie, accumulée depuis de nombreuses années et qui, à un moment donné, voyant le cours de l'or augmenter, se dit « Ah tiens, ça a de la valeur, je vais le faire expertiser ». Donc elle vient nous voir. D'accord. Et elle vient constater que un peu d'or font de grosses valeurs. Ok. Oui, enfin, vu le cours actuel. Ok. Donc ça, c'est, je dirais, premier profil, ce sont soit des personnes qui ont des projets et qui se disent, tiens, ça va me permettre de réaliser ce projet. Ça peut être quelqu'un qui, tout simplement, est à la chasse aux bonnes affaires et qui se dit, tiens, là, il y a un petit billet à faire. Et puis souvent, elles ont de très bonnes surprises parce que, effectivement, le cours de l'or ayant tellement augmenté, on se retrouve nécessairement, quand c'est très ancien, avec des valeurs supérieures, bien supérieures. La valeur d'achat, oui. De la valeur d'achat. On a aussi monsieur qui a 48 ans en moyenne, qui a un peu d'épargne déjà derrière lui et qui se dit, voilà, j'ai acheté mon appartement ou ma maison, j'ai un petit peu d'investissement à droite à gauche et l'or manque à mon portefeuille, donc je vais aller vers cet actif qui est un actif qui offre des caractéristiques finalement assez différentes. Il n'offre pas de rendement, mais il offre une sécurité. Il n'est pas géré par un tiers, il est chez soi. Donc ça vient compléter finalement un espèce de dispositif qui vient... Oui, c'est un tout autre spectre. Ouais. C'est un autre spectre, exactement. D'accord, donc plutôt les profils où on vient recycler, en tout cas transformer un patrimoine qu'on a déjà, ou diversifier son épargne. Ok. Est-ce que c'est des profils qui ont beaucoup évolué ces dernières années ou ça reste la même chose depuis 15 ans que vous faites ce métier ? C'est un profil qui s'est beaucoup élargi. D'accord. Qui s'est beaucoup élargi, qui est beaucoup plus mainstream qu'il ne l'était, mais qui est encore beaucoup moins mainstream qu'il pourrait l'être. D'accord. À titre de comparaison, nos voisins allemands particuliers investissent 10 fois plus que ce que nous, particuliers, nous investissons en France sur l'or. D'accord. Ça, c'est lié à l'histoire aussi. Je pense l'histoire de leur monnaie, sans doute. Beaucoup. Ouais. Qui lui-même a eu des conséquences sur les circuits de distribution qui sont beaucoup plus denses en Allemagne que chez nous. Et forcément, quand vous y avez accès plus facilement, vous l'achetez aussi plus facilement. Oui. On sent qu'il y a des différences, des différences psychologiques, en tout cas de l'approche du patrimoine, qui sont assez importantes de chaque côté de la frontière. On le voit dans d'autres comportements, la façon dont ils sont conseillés aussi, dont ils abordent le conseil financier, qui est assez intéressant. Vous êtes bien situé à Strasbourg. Voilà, on les connaît bien. Est-ce que vous avez vu donc... dans les schémas psychologiques de vos clients, on les a un peu évoqués. Est-ce que c'est récurrent ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Parfois, vous avez été surpris ? Est-ce qu'il y a une situation client qui vous aurait particulièrement marqué ?
Oui, on a eu beaucoup de chefs d'entreprise qui ont placé une partie de leur trésorerie en or, ok. ce qui a été nouveau à partir du Covid. Ok. On a aussi eu des cas, alors après on ne sait pas toujours tout, hein, on ne pose pas non plus de questions, on n'est pas intrusif, mais on a eu des cas de personnes qui avaient vendu leur société et qui ont placé une partie du produit de la vente dans des lingots. Alors, c'est vrai que ça, c'est un cas que je retiens parce que c'est quelqu'un qui avait quand même placé 7 millions d'euros. Hein, donc, on est sur un très gros montant. Aujourd'hui, nous, on peut placer 200, 300 euros acheter chez nous de petites quantités. Mais on peut aussi aller très loin. On n'a pas vraiment de limite. Et c'est une personne qui a acheté, je crois, entre 2013 et 2017 et qui l'avait acheté à un moment où le cours était autour des 35 000 euros. Et donc, on est aujourd'hui à 130 000 euros. Et donc, c'est quelqu'un qui a été très, très inspiré, comme on peut l'être souvent. Ce sont des gens qui ont des convictions, voilà, avant tout. Et c'est ça qui est important. Oui, d'accord. Qui sont pas juste dans la sécurité et en tout cas, pas dans le court terme. Ok. Et c'est intéressant, alors qu'on pourrait se dire... Alors, il y a plusieurs typologies de clients. Il y a ceux qui font par mimétisme ce que d'autres font. Oui, ou ce que faisaient leurs parents. Ou ce que faisaient leurs parents, où on voit un cours de l'or, on en parle et donc je dis c'est intéressant, je vais m'y intéresser. Puis il y a ceux qui ont vraiment une vision long terme et qui se disent moi, l'or, j'y crois, j'investis. C'est souvent pour le long terme, le très long terme qu'on investit dans leur physique, rarement pour faire des petits allers-retours. Oui. Et donc ces personnes qui ont des convictions long terme, jusqu'à présent, n'ont pas regretté. Est-ce que vous avez déjà eu le cas de quelqu'un qui trouve des lingots au fond du placard chez les grands-parents ? Alors oui, on en a plus souvent qu'on l'imagine. Je dirais qu'avec avec plus de 100 agences en France, on a forcément le nombre de clients qu'on reçoit. Il y a forcément des histoires de ce type. Des personnes qui ont acheté une maison, cassé un mur, trouvé. Il y en a beaucoup. C'est vrai que comme c'est quelque chose qu'on garde sur le très long terme, on n'a jamais réellement prévu de le vendre. Oui. C'est revendu finalement par les héritiers qui récupèrent ça, qui sont moins sensibles, qui ont, eux, des projets et qui n'avaient pas cette vision du produit, souvent. Bon, à tous les héritiers qui auraient vendu ces 10 dernières années leur lingot d'or. Il manquait la vision produit. Donc, on l'a dit, on l'a pas mal évoqué, l'or est une valeur refuge. En tout cas, c'est ce qu'on entend au quotidien sur ces sujets-là. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un raccourci ? Alors, pour plusieurs raisons, oui, c'est une valeur refuge parce que l'or évolue de manière négativement corrélée aux marchés financiers. Quand les marchés baissent, l'or monte. Quand l'économie va mal, on baisse les taux d'intérêt, l'or monte. Et en période de crise géopolitique, on l'a vu ces dernières années, l'or monte. Donc c'est un hedge contre les difficultés et ça a été démontré ces 15 dernières années. C'était quand la dernière fois que le cours de l'or a baissé ? Alors, il a baissé en début d'année au premier trimestre parce qu'on a eu une espèce d'augmentation très importante. Et donc, on est monté jusqu'à 149 000 euros le kilo. D'accord. Alors, je parle en euros le kilo parce qu'on est en France et qu'on aime bien parler en euros et en kilos. Mais on a dépassé les 5 000 $ l'once. L'or étant coté en dollars, souvent on parle en dollars l'once. Mais donc, aujourd'hui, on est à 130 000. Donc, on a connu une très forte augmentation. Le cours de l'or a augmenté de 45% en 2024 et de 35% en 2025. On a donc été jusque très haut et on a un petit peu reflué. Et je trouve ça assez sain et rassurant qu'on soit resté sur des niveaux autour de 130 000 euros, qui sont des niveaux quand même encore assez élevés compte tenu de l'historique qu'on peut avoir. D'accord. Mais historiquement, sur par exemple les 100 dernières années, est-ce qu'on sait dans quelle situation le cours de l'or a baissé ? Le cours de l'or a baissé quand il a subi des périodes d'augmentation très fortes, très rapidement. Donc c'est des corrections. Ce sont des corrections. On en a une dans les années 80, Okay. On en a une en 2013 où le cours avait fait x4. Okay. Et puis plus récemment, on a perdu 15% après avoir gagné 50%. Oui, ok. Intéressant.
Est-ce que l'or protège de l'inflation ? Alors, oui. En réalité, l'or n'est que le reflet de la dépréciation des monnaies. Ce n'est pas l'or qui augmente, mais c'est le pouvoir d'achat des monnaies qui baisse. C'est vrai que il y a plusieurs siècles, avec une once d'or, on pouvait payer un soldat 1, 2, 3 mois de salaire. Aujourd'hui, une once d'or, ça se compte aussi dans cet ordre de grandeur. 1 mois de salaire, 2 mois de salaire. On pouvait s'acheter et plus récemment un costume, un très beau costume au début du siècle dernier, avec une once d'or, et c'est toujours le cas aujourd'hui. D'accord. Voilà. C'est des petits, Donc c'est des repères. Il n'y a pas l'indice Big Mac parce que c'est pas assez ancien, mais en tout cas c'est souvent ce qui est utilisé comme comparatif. J'ai lu un roman il y a des années où l'auteur racontait vous savez, les fameux 3 mois de salaire pour la bague de fiançailles qui ont été inventés. C'est une campagne marketing de la société De Beers dans les années 30. Et que aujourd'hui encore toujours 3 mois de salaire. C'était Alors l'or ne se fabrique pas encore. Là où le diamant aujourd'hui se fabrique. Mais voilà, il y a quand même un gros sujet là-dessus. C'est-à-dire qu'après, le diamant n'a pas le même rapport à la monnaie qu'à l'or. Donc je pense que demain, si on fabrique le diamant, je ne sais pas si ça a vraiment fait chuter le cours du diamant. Oui, le marché du diamant a connu une chute assez importante. Ouais. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on parle de 30%. De baisse de ce marché. Et puis la technologie évolue, de plus en plus efficace. Donc, il paraît que c'est indécelable. Le sens de l'histoire, c'est qu'on puisse fabriquer du diamant pas cher. Ouais. En plus, c'est surtout une question de consommation d'énergie aujourd'hui. On ne pourra pas fabriquer de l'or. Nicolas Flamel ne passera pas par... Alors, l'or est fabriqué à l'occasion des explosions de supernova. D'accord. Donc, il faut beaucoup d'énergie. Ok. Alors peut-être que quand on maîtrisera la fusion nucléaire, on pourra enlever et ajouter des protons, des atomes, mais on n'y est pas encore. Ouais. C'est vrai que le sujet du diamant est hyper intéressant. Enfin, moi, je pense qu'il va y avoir un snobisme à avoir des diamants anciens, des diamants naturels, mais comme ça sera de toute façon hyper difficile de... Ça se fait. Si, ça se contrôle. Ça se contrôle. Mais c'est vrai qu'il y a un marché, il y a deux marchés. Il va y avoir deux marchés. Il va y avoir deux marchés, puisque ça vient de la terre, ça a été extrait, ça a une histoire. C'est ça. Bon, ça va peut-être mettre un peu plus d'éthique dans l'extraction de diamants. Ça sera le bon point. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous observez chez vos clients particuliers quand il y a un rapport Alors, pour celui qui vient investir dans l'or, l'erreur la plus fréquente, c'est de se dire je vais attendre que le cours atteigne tel ou tel niveau. C'est une erreur parce que souvent on rate le train en marche. Et c'est une erreur parce que comme souvent ce sont des investisseurs sur le très long terme, avoir 1, 2, 5% de plus ou de moins sur le prix d'entrée, finalement sur de très longues périodes, ça n'a aucune importance. Okay. L'erreur aussi que peut commettre nos clientes qui viennent vendre leurs bijoux, c'est de demander ou de rechercher à avoir le meilleur prix au gramme. Ce qui compte, c'est ce que vous allez récupérer, obtenir, le chèque qu'on va vous faire, ce que vous allez mettre sur votre compte. Et de parler de prix au gramme, c'est trompeur parce qu'on ne sait pas si on parle du prix au gramme de l'or pur, de l'or 18 carats, de l'or 14 carats. On ne sait en réalité pas tellement de quoi on parle. Et puis surtout, il faut une expertise pour qu'on puisse identifier si c'est de l'or, évidemment, mais quel est le poids aussi, s'il y a des pierres ou d'autres choses à démonter pour identifier que le poids de l'or. Bon. Donc, il faut une expertise et la principale erreur, c'est de s'attacher et de demander au téléphone le prix au gramme. D'accord. En général, celui qui donne le chiffre le plus élevé n'est pas toujours le meilleur à la fin. C'est toujours le même sujet. On a eu le sujet tout à l'heure, on regardait le site d'un concurrent qui rémunérait la trésor et on disait mais comment il fait pour avoir ce taux-là, parce que notre responsable produit nous proposait un taux qui était hyper intéressant pour nos clients, parce qu'on fait du placement de trésorerie pour nos clients chefs d'entreprise.
Et vous entrez sur la page d'accueil du site de notre concurrent, il était à 1%, 1,5% de plus. Vous rentrez sur la page, on est à 1 en moins, et puis ensuite ça dépend des durées, et puis ensuite ça dépend du truc. Voilà. C'est le sujet du marketing. Nous, on était sur un taux net de tout, qu'on avait déjà pris nos fees, etc. C'est ça. Donc vraiment, il faut voir ce qu'on touche à la fin, c'est pareil partout en réalité. J'avais oublié de noter cette question sur les différentes formes d'or. Vous parliez d'or 18 carats, 14 carats, d'or pur. Est-ce que c'est standardisé? Il y a par exemple 4 natures ou... Oui, c'est plutôt standardisé. Dans l'investissement aujourd'hui, on parle de 4,9, 999,9 millièmes. Donc les lingots aujourd'hui fabriqués, les pièces aujourd'hui sont quasi pures. On peut pas mettre 1000 millièmes, c'est-à-dire 100%, parce que on n'est jamais sûr. Et donc c'est la qualité la plus élevée. Dans la bijouterie, vous avez de l'or 24 carats que vous retrouvez dans des pays d'Afrique, ou 22 carats que vous allez trouver dans des pays orientaux, moyen-orientaux, qui n'existent pas vraiment en France. En France, on est vraiment sur du 18 et du 14 carats. Ok. Vous remarquerez que je n'y connais rien, c'est-à-dire que je n'ai pas pesé mes bijoux. Et donc le 18 carats, c'est 18 24e, puisque c'est le 24 carats qui est de l'or pur. Okay. Donc 18 24e, ça fait 75%. Donc quand vous achetez du 18 carats, vous avez 75% d'or. Okay. Et un alliage d'argent ou d'autres métaux pour apporter de la couleur. Ok. Et ça, ce sont les différentes... Ce sont les différents. Après, il y a aussi du bas titre. On descend vers du 9 carats, mais ce qui est moins courant en France. Ok. Je prends des notes. Alors, on ne fait pas des bijoux en or pur parce que l'or est malléable, l'or est mou. Ouais. Et si vous avez un collier ou une gourmette, au bout de quelques années, il s'agrandit. Ouais. Parce qu'il se détend sous son poids. D'accord. Intéressant. Voilà. Comment est-ce que vous regardez la montée des crypto-monnaies face à l'or? Alors, on parle souvent des crypto-monnaies comme l'or numérique. C'est vrai et aussi faux. C'est-à-dire que les cryptos sont aussi alternatifs. Ouais. On a aussi peu de risques de contrepartie, sauf quand on les loge dans une marketplace ou une oui, comme Binance et les... Oui, c'est ça, une marketplace. C'est pas vraiment une marketplace, mais un wallet numérique. Quand on les loge. Bon, je suis pas expert des cryptos. Mais c'est vrai que la crypto, on l'a chez soi. Ouais. On en est directement propriétaire, on en a le contrôle. Pour cette caractéristique-là, l'or et les cryptos sont assez semblables. Okay. Le Bitcoin n'est la contrepartie de personne, n'est la dette de personne. Pour ce qui est de la volatilité, l'or est très peu volatile. D'accord. Alors que la crypto est très volatile. Okay. Et puis enfin, sur la diversification, l'or réagit pas ou négativement quand il y a des crises financières sur les marchés financiers, des crises boursières, là où le Bitcoin chute quand le Nasdaq chute. Donc, les cryptos ne sont pas des valeurs refuges, mais ce sont des actifs alternatifs, comme peut l'être l'or. L'or est à la croisée de beaucoup de marchés, on a dit monétaire, bijoutier, investissement. La crypto, c'est un actif qui a sa valeur parce que plusieurs personnes autour de la table se disent « ça vaut ça ». Mais il n'y a pas de réelle utilité industrielle ou monétaire, en tout cas pour le moment. Et oui, puis il n'y a pas du tout le même niveau de résilience au mouvement. Alors on n'a pas en tout cas le même historique. C'est sûr que l'or, ce sont des millénaires. Les cryptos, c'est plus récent. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Non, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des mouvements qui sont beaucoup plus subis côté crypto que côté marché de l'or. Okay. Demain, en cas de crise majeure, à quoi sert très concrètement l'or ? Alors, demain, en cas de crise majeure, parlons d'une crise boursière, l'or va être résilient, va conserver sa valeur et vous allez pouvoir l'échanger sans perdre vos valeurs. L'or n'est pas un outil monétaire, même si on est en train de développer une carte bancaire adossée à de l'or physique
qui vous permettra d'avoir des grammes d'or sur une carte bancaire. Ah oui? Et qui vous développez vous ça en interne ou... Oui. Ok. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Incroyable. Et donc vous allez pouvoir acheter votre paquet de chewing-gum avec des grammes d'or que vous avez sur votre carte. Ok. Donc son rôle monétaire peut J'aurais de la réticence à dépenser de l'or. Intéressant. Voilà un petit peu les usages. Oui, c'est pas réellement utilisable ou échangeable. Enfin, à moins qu'on retombe dans une économie de troc. C'est très liquide parce que dans tous les pays, vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui va bien sûr. vous le racheter. Les banques le rachètent aussi. Les acteurs comme nous ont pignon sur rue partout dans le monde. Il y a même des pays comme l'Inde qui n'ont pas toujours de réseau retail bancaire très dense dans l'arrière-pays. Et donc, ce sont les bijoutiers qui font office de banquiers en échangeant de l'or, en achetant et en vendant. Donc, quand on a de l'épargne, on vient acheter des bijoux. Puis quand on a eu une mauvaise récolte, on va pouvoir recéder une partie de ces bijoux. Donc, d'accord. À l'ancienne. C'est à l'ancienne. D'accord, donc Mais l'or, c'est universel. Donc voilà. ça, c'est pas dans la... C'est pas aussi simple que l'euro, même si aujourd'hui on développe des outils qui permettent de payer avec de l'or. Oui, tout le monde va comprendre, tout le monde comprend l'intérêt de l'or. C'est échangeable, vendable, en tout cas transactionnable un peu partout. Donc au fond, c'est très très rationnel. C'est l'actif le plus rationnel. C'est celui qui a traversé les millénaires. Est-ce que vous trouvez que les investisseurs projettent trop sur l'or ? Projettent trop, c'est-à-dire ? Est-ce qu'ils projettent trop de choses, trop de fantasmes, trop de... Il y a toujours des investisseurs qui ils vont y mettre de l'émotion, mais ce n'est pas le cas de tous. Okay. Il y a aussi toute une partie de rationnel. Aujourd'hui, donc, si on parle des investisseurs institutionnels, ou plutôt les banques centrales, quel rôle elles jouent dans le marché de l'or ? Pourquoi est-ce qu'elles en accumulent autant ? Alors, tout simplement parce qu'elles considèrent que les devises qu'elles détiennent, d'abord des dollars, ensuite de l'or, après de l'euro, en termes de proportion, elles considèrent que toutes ces devises, il y en a bien d'autres qu'elles détiennent, présentent un risque. Un risque de dévalorisation, un risque de baisse. Et donc, l'or, c'est quelque chose qui va venir compenser, stabiliser. C'est de la diversification pure et simple. Les banques centrales possèdent de la crypto ? Je crois que c'est en question. Je crois que c'est en question. Je ne pourrais pas m'avancer non plus. Est-ce que vous diriez qu'on est dans un moment très particulier pour l'or ? Est-ce que ça va continuer à grimper ? Est-ce qu'on se stabilise ? C'est vrai que c'est toujours difficile de faire du pronostic. L'or évolue en fonction de plusieurs critères. Les tensions géopolitiques, le niveau des taux d'intérêt et les achats des banques centrales. Le marché de la joaillerie aussi. Sur les taux d'intérêt, on est plutôt sur une tendance à la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, principalement, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc, l'or pourrait augmenter si les taux d'intérêt poursuivaient leur décrue. Là, il est anticipé que les taux d'intérêt seront stables ou peut-être avec l'une ou l'autre baisse. Mais s'il devait y avoir des nouvelles informations qui renforceraient cette baisse, ça aurait un impact positif sur le cours de l'or. Les tensions géopolitiques, on les connaît, il suffit d'allumer la télé. Et donc, tant que ça se poursuivra, l'or sera soutenu. Donc, chacun se fera son idée de la résolution possible de toutes ces crises. Et puis, les banques centrales qui continuent leurs achats aussi, parce que c'est une politique, une stratégie de fond de la banque centrale chinoise qui se dédollarise au profit de l'or aussi, de la banque centrale russe qui, depuis que Poutine est arrivé au pouvoir, se dédollarise et qui a acheté beaucoup d'or, même s'ils en ont vendu récemment. Et de beaucoup de banques centrales de pays émergents qui considèrent que c'est un placement important dans l'environnement dans lequel leur pays évolue.
Qu'est-ce qui pourrait faire basculer le marché de l'or là, dans les mois qui viennent? Alors, à la hausse ou à la baisse? Les deux. Les deux, mon bon monsieur. Alors, scénario 1, résolution des conflits en Iran, en Ukraine, au Moyen-Orient. J'aime beaucoup votre façon d'approcher ce scénario. pas de nouvelle crise, pas de crise qui éclaterait à Taïwan. Et puis une économie américaine résiliente avec un marché de l'emploi fort qui inciterait les banquiers centraux à augmenter les taux d'intérêt. Okay. Dans ce scénario-là, l'or pourrait baisser. Okay. Si les crises persistent, si elles se dégradent, si l'économie américaine n'est pas plus résiliente que ça et a besoin d'un petit coup de pouce par une baisse des taux d'intérêt, alors le cours de l'or poursuivra sa hausse. Ok. Bon, on vous laisse deviner quel de ces scénarios. Son avis, et puis, personne ne peut dire ce qu'il va devenir. Est-ce que vous pensez que l'or peut redevenir un actif central dans les années à venir? Oui. On aura de nouveau des pics sous, vous savez. Alors, l'or peut devenir un actif central à partir du moment où on le rend liquide. Ouais. C'est vrai qu'on le voit bien que les pièces de monnaie, les billets de banque ont tendance à disparaître, donc on ne va pas plus se trimballer avec des pièces d'or dans la poche. En revanche, la digitalisation de l'or, comme on est en train de le faire, comme d'autres acteurs le font, est quelque chose qui pourrait mettre l'or au centre du jeu monétaire à nouveau. Et plus il y aura d'utilisateurs, c'est un peu comme le Bitcoin, plus vous préférerez avoir des grammes d'or derrière votre carte, derrière votre compte bancaire, plus il y aura de demande et donc plus le cours de l'or augmentera. Okay. Comment est-ce que vous développez cette histoire de carte bancaire adossée à de l'or? C'est-à-dire? Comment vous est venue l'idée? Est-ce que c'est... C'est une idée qui est assez ancienne et la carte bancaire aujourd'hui c'est quelque chose auquel on peut avoir accès. On passe par des agents de paiement qui ont des licences pour... donc on travaille avec une filiale du groupe BPCE qui on est agréé à CPR et donc on travaille avec Visa sur ce projet. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça va être génial. Écoutez, j'espère que vous reviendrez nous en parler quand ça sortira. Avec plaisir. On va passer à la partie plus personnelle. C'est-à-dire qu'on finit chaque épisode du podcast. On essaie de vérifier si les cordonniers sont toujours mal chaussés. Ah. C'est concrètement ça. Et donc, je pose des questions sur vos habitudes d'investissement. À titre personnel, est-ce que l'or occupe une place importante de votre patrimoine ? Alors, il occupe une place importante puisque... Vos actions. Forcément. Voilà. Ça occupe une place importante de par mon activité professionnelle. Elle est prépondérante. Après, à titre personnel, je ne place pas plus de 10-15% de mon patrimoine dans de l'or. Sachant que le plus important, quand on commence son épargne, me semble être d'être propriétaire de son immobilier. Donc j'ai fait comme beaucoup de Français, j'ai commencé à contracter un crédit pour acheter une résidence principale. C'est le côté un petit peu prudent. Et puis derrière, j'ai été assez actif sur les placements financiers, en faisant du stock picking, plutôt actions, pas tellement obligations, j'aurais peut-être dû. Et puis j'en suis arrivé à la conclusion qu'un bon ETF diversifié fait aussi bien le job. Donc ça prend moins de temps et ça fait de meilleures performances. Si on est prêt à patienter, effectivement, c'est très bien. Voilà. Et puis quelques produits structurés aussi, mais sur une poche limitée finalement du portefeuille, produits structurés ou private equity. Ouais. Ah voilà. Oui, quand même, un petit peu de mon côté. Un petit peu, sur des coups de cœur. Je comprends. Et donc, si vous deviez investir 100 000 euros aujourd'hui, donc vous mettriez 15 ou 20 000 euros maximum en or. Voilà. Je mettrais au moins 50% en actions, 25% en obligations et puis 10% sur des produits plus exotiques. Ok. Ah ben, c'est très bien.
Est-ce que vous avez une erreur d'investissement que vous avez faite et que vous avez envie de partager avec nous? Une erreur d'investissement. Alors j'ai été fan et soutien de Tesla de la première heure. Je comprends. Et paradoxalement, j'ai shorté Tesla. Ah ouais? Ouais. Je suis assez contrariant dans le profil. D'accord, écoutez, intéressant. Et il m'a fallu du temps pour sortir de cette situation, puisque le cours de l'action a beaucoup augmenté à des niveaux stratosphériques. C'est pour ça que j'avais shorté l'action. Ouais. Et c'était une mauvaise idée. Et j'ai réussi à sortir de cette position avec finalement peu de pertes, en étant patient. Mais il fallait être patient. Intéressant. Ouais, vous vous êtes dit, je vais shorter Tesla. Quand il a switché, vous vous êtes dit... Quand vous avez une entreprise dont la capitalisation boursière est supérieure aux 5 plus grosses compagnies de production automobile, et qu'elle en produit 10 ou 50 fois moins ou 100 fois moins, j'ai plus les chiffres en tête, vous vous dites qu'il y a une anomalie. Mais les marchés sont irrationnels. Et donc, j'ai été trop rationnel. D'accord. C'est drôle, mais c'est intéressant. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une décision dont vous êtes particulièrement satisfait? C'est cette décision de démarrer cette aventure entrepreneuriale. Ouais. C'est probablement la décision qui est la plus impactante et qui a le plus d'impact aujourd'hui dans mon quotidien et que je regrette évidemment pas, et qui est, comme vous le savez, une très belle aventure, très prenante et très vivifiante et très dynamisante. Et Exactement. très excitante. Tout ça. Est-ce que vous travaillez encore en famille ou c'est... Oui, je travaille avec mon frère à Strasbourg. Sympa. Ma mère fait des restaurations, de bijoux, parce qu'elle est passionnée. J'imagine, Mon père également a aussi une partie de l'activité sous gestion. Super. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend prudent et à contrario, qu'est-ce qui vous rend optimiste? Alors, je suis à la fois très prudent et très optimiste. Ouais, je vois, oui. Je vois souvent dans les crises des opportunités, ou dans les excès des opportunités, on le voit avec Tesla. Ouais. Donc, qu'est-ce qui me rend optimiste? Oui, je suis optimiste de nature parce que finalement, le monde se construit, le monde avance, il ne s'arrête pas, il ne s'est jamais arrêté de fonctionner, il fonctionnera toujours. La vie est un équilibre entre des forces contraires. Et donc, voilà, il n'y a pas de raison d'être pessimiste. C'est vrai que c'est extrêmement rassurant comme posture. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier ouvrage de Laurent Alexandre. J'aime beaucoup Laurent Alexandre, mais je n'ai pas lu son ouvrage. Ouais. Alors, j'avais jamais lu un de ses livres. Pour le coup, Laurent Alexandre n'est pas franchement ma tasse de thé. Mais j'ai trouvé son intervention sur les études très, très intéressante. Et donc, je viens de finir son livre qu'il a écrit avec Olivier Babot. Et il prend un certain nombre d'exemples de révolutions industrielles, économiques, donc la révolution de l'imprimerie, la voiture, etc. Et ce qu'il dit est assez intéressant en disant, en fait, personne ne pouvait imaginer quel métier allaient faire tous ces types qui étaient là pour faire les moines copistes ou qui conduisaient des fiacres avec des chevaux dans le centre de Londres. Donc très difficile de se projeter. Je pense que là, ce qui est dur, c'est de se dire que les révolutions vont beaucoup plus vite. Et effectivement, ce sujet des études est passionnant parce qu'en fait, on prenait... 10 ans, c'est très long, c'est plutôt pour le métier de la santé, mais on prend beaucoup de temps à se former à des métiers qui, en fait, deviennent obsolètes le temps qu'on termine. Et aujourd'hui, on met beaucoup de temps à se former aux nouveaux modèles d'IA qui, le lendemain, sont déjà obsolètes. Et donc, tout ça est très compliqué, mais ça génère de telles possibilités, c'est juste incroyable le moment qu'on vit. On a beaucoup de chance, je trouve. Ah, mais c'est... Moi, je me disais, en fait, quand je vois ce qu'on est capable de faire avec de l'IA aujourd'hui et que je me reprojette il y a 15 ans, quand on a monté la société, et le temps qu'on passait à faire un certain nombre de choses, c'est incroyable. Et dans le même temps, ça fait très peur et ça ouvre effectivement un champ des possibles. Donc, je vous rejoins sur on ne sait pas de quoi demain sera fait et que le monde avance et il est encore là. Ouais, il avance, il est encore là. Et puis, une fois de plus, tout est question d'équilibre en réalité. Il y a toujours quelque chose pour contrebalancer des excès qui viennent émerger. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de se former un peu plus sur les sujets de l'or, du marché de l'or, est-ce qu'il y a des contenus que vous recommandez, des livres, peut-être des émissions, des choses à regarder? Alors,
Nous, ce qu'on rédige déjà tous les mois, c'est une note mensuelle économique sur la situation de marché de l'or. Qu'est-ce qui a impacté le marché de l'or sur le mois écoulé? Quelles sont les principales informations à retenir? Ça, c'est sur le site gold.fr. Ok, je m'inscrirai. Derrière, les LLM, les IA sont de formidables sources d'informations qui nous citent parfois. Et donc, on est ravis de pouvoir contribuer à tout ce contenu. Écoutez, super. Merci beaucoup, Laurent. On a fait le tour. Merci. Merci, Caroline. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Argent Compté. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Merci.